J'ai acheté des bitcoins en 2014. C'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire. Parce que ce dont on parle maintenant, c'est que pour les 3 à 5 prochaines années, une incroyablement meilleure réserve de valeur qui est l'or 2.0. Ok? Donc les 3 types de devises à ce jour sont, vous savez, l'argent des dieux, l'or et l'argent. Ensuite, vous avez l'argent gouvernemental, ce qui est la monnaie fiduciaire, le dollar, l'euro, le yen, le yuan. Et ensuite, vous avez l'argent du peuple, ce qui est la crypto, ce qui est en soi. Je ne tomberai pas dans le piège de m'en débarrasser à cause de l'aspect du niveau de surface. 5 millions, c'est probablement plus juste. 1 million, c'est bien en dessous de la tranche inférieure. Donc, je suis vraiment Investi dans tellement de sociétés comme Twitter, Snapchat et Facebook. Est-ce que vous avez investi dans la blockchain et Bitcoin? J'ai acheté des bitcoins en 2014. Donc, je vais juste avoir besoin que vous mangiez ça. Juste une minute. Ok? J'adore montrer mon account Coinbase aux gens. Ils sont la merde. J'ai investi 25 000. Maintenant, ça vaut quoi? Donc, Marcus, écoute. Je pense que la blockchain, c'est bien plus gros que ce que les gens réalisent. Les gens qui kiffent ça aiment généralement le Bitcoin. Ensuite, les gens un peu plus intelligents s'intéressent à Ethereum. Mais lorsque vous comprenez qu'est-ce que la blockchain, le truc le plus fou avec la blockchain, selon moi, ça peut littéralement renverser l'Amérique, la Chine et la Russie. C'est autant puissant que ça. C'est une plateforme de confiance. On peut faire des trucs entre nous, et tout le reste est d'or. C'est tellement lourd, mec. Je le comprends théoriquement. Je n'ai pas passé énormément de temps là-dedans, ok? Mais j'en passe de plus en plus. Grosse affaire. C'est une grosse affaire. Parce que ce dont on parle maintenant, c'est que pour les 3 à 5 prochaines années, une incroyablement meilleure réserve de valeur qui est l'or 2.0. Ok? C'est utilisé partout où vous penseriez que ça serait utilisé. Russie, Iran, Irak, Égypte, Venezuela, Argentine. Partout il y a des pressions monétaires. Partout où vous voulez en gros protéger vos avoirs. Et ensuite après ça deviendra probablement un mécanisme. C'est maintenant un jeu de confiance. Ok? Il n'y a pas de réelle utilité là-dedans. C'est un avantage fondamental et fantastique dans la réserve de valeur contre les régimes autocratiques et les infrastructures bancaires, qui nous savons sont corrosives à ce dont le monde a besoin pour fonctionner correctement. On ne peut pas avoir des banques centrales qui impriment de l'argent infiniment. Donc voilà ce que je dirais. De la même façon que j'ai dit en 2013 de mettre 1% de vos avoirs dans Bitcoin, je vais encore parler aujourd'hui. Je pense que ce truc vaudra 100 000 Lcoin. Probablement dans les 3 à 4 prochaines années. Et je pense que ça vaudra, dans les 20 prochaines années, 1 million de dollars, le Bitcoin. Donc si vous avez 100 dollars à investir, ce que je dis c'est, mettez $1. Et la raison pour laquelle $1 a autant de valeur, c'est parce que le Bitcoin est fondamentalement pas corrélé aux autres 99% traditionnels. Et si par hasard, tous les gens qui gèrent le 99% ne savent pas totalement ce qu'ils font, ce $1 pourrait tout... Je pense que Bitcoin peut potentiellement devenir la monnaie de réserve mondiale. En tout cas, en ce qui concerne les devises digitales et tous les autres potentiels altcoins qui pourraient sortir. Je pense que ça crée vraiment... Je veux dire, il y a 168 devises autour du monde, plus ou moins. Il n'y a pas de devises sans frontières. Il n'y a que des systèmes de paiement avec frontières. Je pense qu'Internet a été en manque de paiement depuis le début. Et il aurait été ajouté. Mais vous savez, monsieur Tim Berners-Lee, il aurait, vous savez, ajouté un système monétaire plutôt qu'un système IP protocole. Mais ça a pris jusqu'à 2009 pour que Satoshi résolve le problème des généraux byzantins. Et maintenant, on peut envoyer de la valeur par Internet. C'est vraiment la dernière pièce manquante. 3 ans avant ça, quand on venait de se lancer dans Bitcoin, je ne crois pas que les gens avaient vraiment compris le côté inévitable en gros, pouvoir envoyer des salaires et de l'argent à travers Internet. Et maintenant, je pense que ça devient de plus en plus clair comment tout ça a été retenu. En ce qui concerne le commerce sur Internet, les systèmes de paiement comme Fedwire, transfert électronique et carte de crédit ont été construits dans les années 50 et 60. Et nous l'avons en gros piraté pour Internet. Et nous avons fait un plutôt bon travail. Mais c'est le moment de libérer le potentiel complet. Et ça arrive. Donc les 3 types de devises à ce jour sont, vous savez, l'argent des dieux, l'or et l'argent. Ensuite, vous avez l'argent gouvernemental, ce qui est la monnaie fiduciaire, le dollar, l'euro, le yen, le yuan. Et ensuite, vous avez l'argent du peuple, ce qui est la crypto, ce qui est en soi la blockchain. Mais je suis d'accord avec vous. Ceci n'est qu'à ses débuts pour le moment. Et ce gars Warren Buffett et son ami Charlie Munger, ils appellent la crypto-monnaie le poison à rats. Mais ce sont des gars qui, je veux dire, ce sont des gars intelligents, mais ils n'ont pas investi dans Amazon ou Apple non plus. Et maintenant ils sont de retour pour ça, et ils investissent à fond dans Amazon et Apple.
Donc ils appellent la crypto le poison à rats, mais en même temps Singapour, qui est un endroit très sophistiqué, qui est dans une nation insulaire bien gérée, ils ont des obligations en Bitcoin et tous ces trucs par le gouvernement. Donc, je pense que lorsque je me penche sur la crypto, je devrais plutôt parler aux personnes qui savent de quoi elles parlent. Pas un tas de vieux gars comme moi. C'est une perte de temps. Mais la chose que je trouve vraiment intéressante par rapport à la crypto, c'est que les jeunes de votre âge, vous les minez. Vous savez, la raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant, c'est parce que j'ai listé 3 sociétés à Toronto. Je veux dire, Toronto est sur le marché boursier de Vancouver. J'étais un mineur. J'ai commencé à miner de l'argent et de l'or. Et maintenant, votre génération a commencé à miner des bitcoins et des crypto-monnaies. Et ça va altérer le monde à jamais, d'ici quelques années. Il y a eu un débat déchaîné toute la journée ici sur la scène à propos de Bitcoin et les crypto-monnaies. Et vu que vous êtes là, et que Ken Chenault était également là plus tôt dans la journée, aussi dans le domaine du paiement, quel est votre avis sur le Bitcoin et les crypto-monnaies ? Est-ce que c'est une fraude ? Est-ce que c'est le prochain Enron ? Ou est-ce que c'est là pour rester et bien réel ? Je pense que c'est facile de se perdre dans son aspect superficiel et dans le niveau de surface, et d'ignorer toutes les technologies incroyables en dessous. Je pense que le white paper de Bitcoin est l'une des œuvres majeures de ces 20 dernières années dans les sciences informatiques. Je pense que ça a des impacts qui vont bien au-delà de la crypto-monnaie. Je pense que ça a des impacts sur la confiance. Ça a des impacts sur l'identité. Mais c'est une continuation de la décentralisation. On a vu la décentralisation fonctionner avec Internet. On a vu la décentralisation marcher avec les informations sur un cloud. On a vu la décentralisation fonctionner avec l'informatique, avec des plateformes comme AWS et DCP. Et on continue à voir, dans l'une des dernières utilités fondamentales qu'on utilise en tant que société, ce qui est le grand journal. C'est un grand journal décentralisé. Et cela contient un pouvoir extrême. Donc je veux m'assurer qu'en tant que société, et ça ne concerne pas seulement Square, mais également Twitter, que nous nous intéressions à des technologies comme la blockchain et comme les crypto-monnaies, et apprendre comment est-ce qu'on peut appliquer ça, pour créer de nouvelles expériences ou créer de nouvelles efficacités, pour faire des choses qu'on essayait déjà de faire, mais qui nous ont gênés par le passé, à cause de X ou Y ou Z. Mais maintenant, nous avons soudainement eu cet incroyable accélérateur que nous pouvons appliquer de façon unique. Donc je suis inspiré par ça. Nous acceptions Bitcoin en 2014 avec Square. Et beaucoup de nos vendeurs à cette époque vendaient des choses comme de l'encens et des bougies. Et il s'est avéré que les gens en 2014 n'utilisaient pas Bitcoin pour acheter de l'encens et des bougies. Donc on n'a pas vu beaucoup de transactions, mais on a appris énormément de tout ça. Et nous avons intégré cette façon de penser. Je pense que c'est fascinant. Donc, je ne tomberai pas dans le piège de m'en débarrasser à cause de l'aspect du niveau de surface. Je regarderai vraiment profondément dans la technologie et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour améliorer les choses. Et, vous savez, améliorer une nouvelle forme de communication autour du monde, ce qui est notre façon de traiter et notre façon d'échanger de l'argent. Êtes-vous arrivé à une valeur $1 million basée sur une formule, ou est-ce que vous êtes arrivé à une valeur $1 million basée sur une supposition de ce que vous pensez que ça vaut? J'ai regardé le nombre d'utilisateurs et la croissance des utilisateurs. Et j'ai choisi le million parce que ça doit être plus qu'un million, je peux vous le garantir. J'ai regardé ça de cette façon et j'ai trouvé peut-être entre 3 et 7 millions. J'ai aussi regardé ça de la façon exploitation minière, ok? Qui est selon moi beaucoup plus fiable. Le dernier Bitcoin à miner. Ok, il y a 10 000 mineurs. Merci Jimmy. Le niveau de difficulté pour ce dernier Bitcoin sera presque infini. Cela coûtera 4 à 5 milliards de dollars pour miner ce dernier Bitcoin. Et les mineurs le feront. La valeur de ce dernier Bitcoin se doit d'être plus que le travail accompli pour miner cet enculé. Donc si ça coûte, disons même $1 milliard. Donc disons $1 milliard pour miner le dernier Bitcoin, travaillant à l'envers depuis là pour définir qu'est-ce qu'il en sera en fin 2020. Donc 2 façons d'arriver au même chiffre. Entre 5 millions, c'est probablement plus juste. 1 million, c'est bien en dessous de la tranche inférieure. Donc, je suis vraiment en sécurité. C'est fascinant de vous regarder et de voir le niveau de conviction que vous avez. Ce n'est même pas de la conviction. Je regarde la réalité, objectivement. Non pas ce que je souhaiterais voir, mais ce que c'est réellement. Malgré le fait qu'on disait à tout le monde que le monde était sur le point de changer, personne ne nous a cru.
Du moins, personne ne m'a cru, parce que j'avais 19 ans et j'étais bizarre et timide. Donc ça n'a pas vraiment marché. Mais ça m'a appris une chose. Ça m'a appris à faire confiance à mon instinct. Parce qu'en effet, ça a changé le monde. Mon deuxième livre s'appelle The Internet of Money. La raison pour ça, c'est que la technologie dont je vais vous parler aujourd'hui est sur le point de transformer le monde. À part égale. Elle va également transformer Internet, Bitcoin, ridiculisé, moqué, ignoré pendant les 5 à 6 premières années. Plus tellement de nos jours. Les gens commencent à s'y intéresser, exactement comme avec Internet. Les choses qui étaient auparavant impensables sont maintenant pensables. Les gens commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on leur a dit. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Vendeurs de drogue, pornographeurs, criminels. Devinez quoi? C'est ce qu'ils ont dit à la première conférence en 1993 à propos d'Internet. Ils avaient tort à cette époque, ils ont tort maintenant. Et dès le moment où vous commencez à parler du Bitcoin et penser au Bitcoin, ça fait remonter une question vraiment difficile. Qu'est-ce que l'argent? Et la plupart d'entre nous, il s'avère que de toutes les conversations avec des milliers de personnes que j'ai eues autour du monde, n'ont aucune idée de qu'est-ce que l'argent ou comment est-ce que ça fonctionne. C'est l'une de ces technologies qui est tellement ancrée dans notre culture qu'elle est devenue complètement invisible pour nous. Dans les faits, nous n'avons même pas besoin de penser à l'argent, à part si ça s'arrête de fonctionner.